Elle appelait ça un plan à 5 ans, moi j'ai appelé ça le moment où j'ai réalisé que mon avenir ressemblait à un entretien d'évaluation annuel. Cela s'est passé il y a 3 semaines et je tape ce texte à 2 heures du matin dans une maison que j'ai achetée avec l'argent qui devait initialement payer les compositions florales de notre mariage. Cette même maison que Chloé appelait avec mépris une bicoque de transition pour futurs divorcés, mais je devrais d'abord reprendre depuis le début, nous étions ensemble depuis 6 ans et fiancés depuis 14 mois. Chloé Beaumont était directrice de clientèle dans une agence immobilière de luxe tandis que moi, Julien Mercier, j'étais professeur d'histoire-géographie au lycée Condorcet et entraîneur adjoint de l'équipe de rugby. Une partie de ma vie qu'elle omettait systématiquement lors de ses présentations dans les soirées de charité, de l'extérieur nous formions le couple idéal avec des métiers stables. Un bel appartement dans le 6e arrondissement de Lyon et des photos Instagram qui récoltaient des centaines de commentaires admiratifs, ses amis disaient que j'étais son point d'ancrage, et sa mère affirmait que j'étais d'une normalité rafraîchissante, pour une ville comme la nôtre. Je n'avais pas réalisé que cette normalité n'était que temporaire jusqu'à ce fameux dîner de mardi. Ce repas était censé finaliser les invitations de mariage chez ses parents dans leur immense propriété de banlieue chic où les repas de famille ressemblent étrangement à des conseils d'administration. Il y avait Béatrice la mère de Chloé, Jean-Pierre son père, son frère cadet Hugo et moi essayant de paraître à l'aise dans un salon qui valait plus que mon salaire annuel. Chloé a souri et a demandé à tout le monde de regarder l'écran de la télévision en disant qu'elle avait préparé un petit plan à 5 ans, juste pour s'amuser. Un diaporama est apparu intitulé « Le plan Mercier-Beaumont », avec des catégories précises comme le calendrier du mariage, la zone résidentielle cible, la fenêtre de planification des enfants, les indicateurs de niveau de vie et les ajustements professionnels. C'est là que j'ai vu le point sous mon nom, transition hors de l'enseignement d'ici le 3e trimestre de l'année prochaine. La pièce est devenue silencieuse, d'un silence poli, un silence de club de golf. Béatrice a laissé échapper un petit rire étouffé tandis que Chloé passait à la diapositive suivante en disant qu'elle ne prétendait pas que l'enseignement n'était pas noble mais que cela ne pouvait pas être ma version finale. Ma gorge s'est serrée car ce n'était pas une conversation mais une présentation préparée et chronométrée devant des témoins. La dernière image montrait les invitations de mariage prêtes à être envoyées sous réserve d'un alignement de carrière. Elle avait transformé notre union en un levier de négociation. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine. J'ai entendu le bruit de ses talons derrière moi. Je lui ai demandé depuis combien de temps je n'étais qu'un projet de révision à ses yeux. Elle ne s'est pas excusée et a répondu que tout le monde devait grandir et qu'un mariage ne pouvait pas se construire uniquement sur des sentiments et un salaire de l'éducation nationale. Elle essayait de me dire cela gentiment depuis plus d'1 an mais ce soir-là c'était de la pression pure. J'ai retiré ma bague de fiançailles et je l'ai posée sur le plan de travail. Elle l'a regardée comme si j'avais fait une faute de grammaire dans un rapport. Elle m'a dit que si je partais pour ça c'est que je n'avais jamais été prêt à être pris au sérieux. En traversant la salle à manger j'ai entendu Béatrice murmurer à quelqu'un qu'elle savait que j'en ferais une question d'orgueil. J'ai roulé jusqu'à chez Benoît, l'entraîneur principal de rugby et mon meilleur ami depuis la fac, le genre de gars qui dit ce qu'il pense. Il a bu sa bière en secouant la tête et m'a dit qu'elle ne m'avait pas proposé un avenir mais qu'elle avait émis un correctif. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là et à 3 heures du matin j'ai vu un mail dans ma boîte de réception transféré par erreur depuis la chaîne de planification de Chloé avec pour objet, au cas où Julien aurait besoin de plus de temps pour pivoter. J'ai lu toute la discussion et la possibilité de reporter le mariage avait été discutée il y a 3 semaines déjà. Le dîner n'était pas le moment où elle avait changé d'avis mais celui où elle annonçait un plan déjà verrouillé. Le lendemain je suis allé au lycée comme d'habitude. Les élèves m'ont posé des questions sur leur projet de débat constitutionnel. L'équipe de rugby m'a parlé du match de vendredi et un élève de première m'a tendu une demande de lettre de recommandation pour ses études. C'était ma vie, utile, stable et réelle. Mon téléphone a vibré à midi. Un SMS de Chloé disait que nous devions être sur la même longueur d'onde avant que les gens ne posent des questions, pas d'excuses, pas de demande de discussion. Elle avait juste peur de perdre le contrôle du récit. Après les cours elle m'attendait sur le parking appuyée contre sa voiture. Elle n'a pas présenté d'excuses mais a reformulé la situation en disant qu'elle était réaliste et que je réagissais avec un ego blessé alors que les adultes matures savent saisir les opportunités. Puis elle a ajouté qu'elle avait déjà dit à sa mère et à l'organisatrice que nous repoussions la date car j'avais besoin de temps pour me reprendre en main. Elle avait commencé à narrer notre rupture sans même me consulter. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait pas demandé un avenir mais qu'elle m'en avait assigné un car selon elle si on me laissait seul je resterais, petit, pour toujours. Elle est partie en trombe et 5 minutes plus tard j'ai reçu une capture d'écran de son frère Hugo me disant que je devrais voir depuis combien de temps c'était une conversation familiale. Je l'ai rejoint dans un bar le soir même et il m'a montré les discussions de groupe de la famille remontant à plusieurs mois où Chloé écrivait que j'étais
socialement sûr mais professionnellement limitant, et où sa mère répondait qu'on ne pouvait pas construire une table de réception autour d'un chèque de prof. Chloé avait même écrit qu'elle pouvait me présenter comme quelqu'un de terre à terre, pour les événements caritatifs mais pas indéfiniment. J'ai lu cette ligne 3 fois, elle me présentait comme on choisit un modèle d'argenterie. Mon image de fiancé prof d'école publique la rendait authentique et accessible dans les salons de donateurs mais en privé j'étais son plafond de verre. Hugo m'a dit que ce n'était même pas le pire. Ce week-end-là j'ai récupéré ma part du fonds de mariage et j'ai signé pour un petit pavillon à rénover, une maison simple avec des parquets rayés et une lumière de cuisine chaleureuse dans un quartier où les voisins se connaissent, la maison que Chloé tournait en dérision. Le lundi après-midi j'ai reçu un mail de Béatrice avec en pièce jointe un tableau Excel des dettes partagées du mariage, incluant les surclassements floraux, l'ensemble à cordes privées et les invitations redessinées. L'implication était claire, je devais absorber la perte car mon instabilité avait provoqué l'effondrement. J'ai répondu en envoyant les historiques de mail de l'organisatrice prouvant que la plupart de ces dépenses avaient été validées sans mon accord. Béatrice n'a pas répondu mais Chloé m'a envoyé un message disant qu'humilier sa mère n'était pas un bon début si je voulais que cela reste civil. J'ai répondu que les faits n'étaient pas une humiliation. 3 minutes plus tard elle m'envoyait une capture d'écran d'un groupe Facebook local où quelqu'un demandait pourquoi le fiancé prof avait disparu des plans de mariage, l'histoire fuitait déjà. 2 semaines plus tard je travaillais avec Marine de la bibliothèque municipale sur un projet d'archives citoyennes pour les élèves. Marine est brillante, humblée à l'écoute, le genre de personne qui réfléchit avant de parler. Nous collaborions depuis des mois sur ce projet et c'était du vrai travail, quelque chose qui comptait plus qu'un plan de table. Pendant ce temps Chloé propageait sa version des faits de manière stratégique suggérant que j'avais fait un burn-out ou que je n'arrivais pas à gérer la réalité des responsabilités. Un parent d'élève m'a même demandé si j'allais bien à la sortie des cours, l'histoire n'était plus privée. 3 semaines après la rupture Chloé a débarqué chez moi avec une bouteille de vin onéreuse et une voix adoucie. On aurait pu croire à une réconciliation mais elle voulait juste que je confirme publiquement que le report était mutuel car un gros compte client au travail surveillait la stabilité de ses équipes. Je lui ai dit non pour la première fois de ma vie et elle a craqué en criant que je n'avais pas le droit de partir en lui laissant le mauvais rôle. En regardant ma maison elle a ajouté que c'était exactement de cette vie médiocre qu'elle essayait de me sauver. Après son départ j'ai regardé la caméra de surveillance de mon entrée et elle est restée là plusieurs secondes devant la porte fermée comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais choisi cela plutôt qu'elle. Le lendemain Hugo m'a envoyé les dernières captures d'écran dont un message de Chloé datant de 4 mois disant que si elle ne pouvait pas me faire pivoter avant le mariage elle devrait contrôler le récit après, elle avait planifié sa sortie de secours bien à l'avance. Puis j'ai reçu un message vocal d'un prestataire de mariage me prévenant discrètement que ma future belle-mère demandait déjà comment expliquer un report il y a 3 semaines de cela, tout était coordonné. Le projet d'archives s'est terminé par une petite exposition et un blog local a publié des photos de moi souriant naturellement pour la première fois depuis des mois aux côtés de Marine. Chloé a vu les photos et m'a envoyé un message acerbe sur la rapidité avec laquelle j'avais trouvé mon nouveau public, je n'ai pas répondu. Le lendemain un post anonyme dans un groupe de mariage suggérait qu'un prof avait utilisé l'argent du mariage pour s'acheter une maison et qu'il fréquentait déjà une bibliothécaire. Les commentaires étaient divisés et certains commençaient à taguer le compte du lycée. La directrice Madame Vallet m'a convoqué dans son bureau pour me montrer des mails envoyés au rectorat insinuant que j'avais une relation inappropriée avec Marine et que j'utilisais mes élèves pour mon image personnelle. Il n'y avait aucune preuve, juste des insinuations pour détruire ma crédibilité professionnelle afin que ma version des faits ne compte plus. J'ai tout raconté à Marine ce soir-là et au lieu de paniquer elle m'a simplement demandé si j'avais tout enregistré. C'est là que j'ai compris qu'elle était différente. Les gens sains ne cherchent pas le conflit, ils cherchent les preuves. Benoît a vérifié les enregistrements de ma caméra et a trouvé la voiture de Chloé passant devant chez moi à point d'heure de nuit avant le post anonyme. Son comportement devenait obsessionnel. Lors d'une kermesse de quartier je l'ai prise à part derrière le gymnase pour lui demander si elle était derrière les mails au rectorat. Elle n'a pas nié mais a prétendu que je rendais les choses pires et que je ne comprenais pas ce qui arriverait si sa vie personnelle était traînée dans la boue. Elle a fini par lâcher la vérité en me demandant si je savais ce que ça faisait d'entrer dans une pièce remplie de gens qui construisent de vrais avenirs et de devoir m'expliquer moi, ce n'était pas de l'incompatibilité mais de la honte. Je lui ai dit que c'était la première phrase honnête qu'elle prononçait. Elle m'a menacé en disant que si je faisais un signalement officiel sa vie ne serait pas la seule à être ruinée. Pour la première fois j'ai décidé de me battre officiellement. Avec Benoît nous avons tout mis à plat sur ma table de salle à manger, les captures d'écran d'Hugo, les mails des prestataires, les vidéos de surveillance. Les posts anonymes et un dernier enregistrement audio d'Hugo où l'on entendait Chloé dire lors d'un cocktail qu'elle ne passerait pas 20 ans à présenter un prof comme son plafond de verre. Le lendemain j'ai rencontré la direction du lycée et les ressources humaines du rectorat en présentant les faits calmement et sans colère.
Le rectorat a conclu que les allégations étaient infondées et une mise en demeure formelle a été envoyée à Chloé. Le pouvoir a changé de camp car elle pouvait manipuler les récits sociaux mais pas les documents officiels. 6 heures plus tard, Béatrice m'appelait pour négocier en disant que si je retirais la pression juridique, il laisserait les choses se tasser. Je lui ai demandé s'il y avait un seul moment où elle m'avait respecté tel que j'étais et son silence a tout confirmé. J'ai refusé. Cette nuit-là, Chloé m'a appelé d'un numéro masqué pour ne rien dire, juste respirer avant de raccrocher. Elle n'a pas été ruinée de façon dramatique mais elle a subi le genre de punition qui compte dans son monde. Un gros client s'est retiré, un comité l'a écarté d'un rôle visible et ses amis ont commencé à répondre plus lentement à ses invitations. C'était le refroidissement social. La seule monnaie qu'elle comprenait vraiment, elle m'a envoyé un dernier message disant que je savais exactement ce que cela lui coûterait. J'ai supprimé le message. Notre projet d'archive a reçu une subvention d'État et un élève a été cité dans le journal disant que M. Mercier ne faisait jamais sentir aux gens qu'ils étaient petits sous prétexte qu'ils ne paraissaient pas importants. Cette citation a circulé sur les réseaux sociaux sans que personne n'ait besoin de taguer Chloé. Le contraste parlait de lui-même. Elle a laissé un dernier message vocal honnête demandant si j'avais vraiment choisi cette vie plutôt que nous. Je l'ai rappelé pour notre ultime conversation en lui disant que j'avais choisi une vie où je n'avais pas à passer d'audition pour être respecté. Je lui ai dit que le problème n'était pas mon métier mais sa honte à elle. Béatrice ne s'est jamais excusée et Chloé ne s'est jamais vraiment repentie. Elles ont disparu de ma vue emportant avec elles le système de valeurs qui avait tout détruit. Hugo a pris ses distances avec sa famille et a déménagé. 3 mois après la rupture, j'ai organisé un petit barbecue dans mon jardin avec Benoît, mes collègues, des voisins et quelques anciens élèves. Marine est restée pour m'aider à ranger et nous avons discuté calmement dans la cuisine. Elle m'a demandé si j'allais bien et j'ai dit que j'y arrivais. Hier soir j'étais seul sur mon porche avec mes plans de cours pour le semestre prochain et le lave-vaisselle qui tournait, pas de table de gala, pas de vernis social. Personne pour valider mes choix mais pour la première fois depuis des années cette vie est entièrement la mienne. J'ai appris à faire confiance à mon instinct car je savais que quelque chose clochait depuis des mois mais je l'ignorais par peur du conflit, plus jamais. Maintenant je fixe des limites et je ne m'excuse plus d'exister. J'ai commencé une thérapie pour gérer la culpabilité de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Mon thérapeute dit que je l'avais vu mais que je n'étais pas prêt à agir. J'apprends à gérer mes finances seul et à ne plus jamais donner le contrôle à quelqu'un d'autre. Sortir avec quelqu'un me terrifie encore et j'ai paniqué quand on m'a proposé un rendez-vous le mois dernier mais c'est normal, il y a des moments où elle me manque. Pas la Chloé actuelle mais celle que je croyais qu'elle était, même s'il est dur d'accepter que cette personne n'a peut-être jamais existé et que tout était une performance. Certains jours je suis en colère contre moi-même pour ces 6 années perdues, d'autres jours je suis fier d'en être sorti. Je suis fier de ne pas avoir reculé et d'avoir protégé mon avenir professionnel en restant méthodique face à ces manipulations. Pour la première fois j'ai choisi mon propre respect plutôt que le confort d'une autre personne. Actually seen Mad Max though? I feel like that's a movie I should watch. And Dune. I feel like Dune I should watch. Yeah, I think that should be textured up a little bit. Oh well, we'll worry about that later. We need more brick. I find Dune overrated? Really? Watch The Fall of the House of Usher. Really? Is it good? Is it that good? Should I? Cat, should I watch it? Hot take? I didn't like Dune. Okay, maybe I shouldn't watch Dune. I've never seen Dune. I couldn't tell you. Start my baking for Sunday. Good night, y'all. I'll leave my phone open for the raid later. Sounds good, Nina. No worries. Thank you so much for being in. I appreciate you. Watch it and see what you think. You know what? I'm just going to listen to the mass amount of people telling me that it's not very good instead of forming my own opinion on thinking for myself. I'm just kidding. That's a joke. I will watch it. I will try it. I'll try it, I guess. I finished screenshotting and scaling and selecting the block I used. Do I tag you in the video? Yeah, you can tag me in it. And then I'll save it. You'll see me it'll say that I added it to a favorite. And then we will do a video on it later when I get the chance to do so. It just didn't make much sense to me. I feel like so much happened, yet nothing happened at all. That's
You know what? Some movies be like that, though. Some movies be like that. You have a Discord? I do. It's linked in my bio. You're going to see it in that link tree. There are 2 different Discords. There's the Clockcraft community Discord, and then there's my Discord. It's linked in my bio. Link tree. What's up, Chris? How are you, brother? Welcome in. Welcome in. Hope you're having a great night. I feel like in some of these builds, we should go through and add a light, like a glowing light feel for the nighttime of this city. Isn't Timothy Chameleon in it? I have no idea. No idea, to be honest. I just woke up from a fat nap. Hell yeah, brother. Hell yeah. Big dog. Roger, I need to join. Well, I appreciate that. Thank you. Room light. See, there's a whole design. I want to show you. Let me show you what I'm talking about. I did this a very long time ago because when I tell you I planned for this build theme. I knew what I was doing halfway through season 1 of Clockcraft because I started planning on it early. So what we will be doing, why are there so many books? What we will be doing is, the last time we were here was literally this one. I got dogged so hard for this windmill. I like this windmill. This windmill looks so nice. I would like your opinions on this windmill, please. I've been told I've never seen a windmill in my life, and it looks like garbage, but I would like to know your opinion on that. I don't mind the comments, but I just want to know what you say. I like it. Thanks. I'm back. Welcome back, D. I like it. I think it was just the angle that they saw it at, like this. I think they were like, ew, gross. They drug you in those comments, bro. They did. I like it. This one might be a little bit too thick. This one might be a little thick, but I like it. I like it. It kind of fits the theme over here, too. It does, in fact, not look like garbage. I like it. Thank you. Thank you. It's just a smaller version of this one. I like it. Okay, anyway. When I tell you I've been planning for these builds, I've been planning for these builds. Also, these trees are part of my plannings. We'll be building trees later. Big trees. But if we come over here and take a look at this window, this gives the vibe that there are lights in here. Okay? If we look in here, there are honey blocks and lights in the middle with stained glass.